bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène dans une dimension nouvelle qui mélange IA, marketing et relations clients. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir David Bessis, fondateur et CEO de TinyClues. TinyClues, nous le verrons plus tard, accompagne ses clients retailers en orientant leurs actions marketing en fonction des insights consommateurs. Nous sommes en février 2021, bientôt un an dans le monde d'après-Covid. En l'espace d'une année, la relation entre les marques et leurs clients a vécu, et c'est le moins que l'on puisse dire, une histoire des plus singulières. C'est ce que nous allons creuser avec David. Nous allons entrer dans le détail pour tenter de comprendre dans quelle mesure certaines tendances se sont accélérées et si, oui ou non, une forme de nouveau paradigme s'installe. Comme d'habitude, notre conversation va se structurer en 3 parties principales. Parce qu'il est au centre des préoccupations, nous allons bien sûr commencer par parler du consommateur, ses attentes, ses besoins, sa relation aux marques. Nous poursuivrons sur les enjeux pour le retail et le e-commerce. À quoi ces acteurs de la distribution devront-ils faire face? Et enfin, nous entrerons en détail dans la proposition de valeur de TinyClues, puisque nous parlerons de la prise de parole et de la relation client. Comment les enseignes interprètent-elles la partition 2021 et comment l'IA vient les aider? Mais avant de commencer, David, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bien sûr. Bonjour Cyril. Donc effectivement, je m'appelle David et je suis le fondateur et CEO de TinyClues. J'ai un parcours qui n'est pas complètement habituel pour un entrepreneur parce que j'ai eu une première vie de chercheur, de vrai scientifique. Je n'ai pas juste fait des études scientifiques, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai fait une thèse de maths pure, j'ai enseigné comme prof assistant aux États-Unis, j'ai été chercheur au CNRS pendant plusieurs années sur des sujets qui sont très loin des applications. À l'époque, je ne pensais pas du tout qu'un jour je me retrouverais à faire du marketing. Et après plusieurs années de cette vie qui m'a permis de faire le tour du monde et de découvrir pas mal de choses, j'ai eu la curiosité d'essayer autre chose. Je suis tombé sur les sujets d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, et j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a intéressé intellectuellement, et pour la première fois, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de faire vraiment des choses appliquées avec ça. Et c'est comme ça que j'ai créé TinyClues. Ça a été créé il y a 10 ans. Et j'y suis entré donc par la technologie et j'ai appris le métier partant de la technologie, qui est une façon assez inhabituelle de fonder une boîte, mais pourquoi pas. Et je crois, David, qu'il n'y a pas un seul chemin pour créer une entreprise et chaque création d'entreprise suit le sien. C'est vrai que le tien est peut-être pas des plus partagés, mais il est hyper intéressant. Je reviens un petit peu sur la notion de recherche scientifique. C'est un sujet qui ne m'est pas particulièrement connu. Je ne suis pas du tout issu de ce monde-là. Ça m'intéresse de comprendre ce que ça veut dire toutes ces années de recherche. Peut-être que d'ailleurs, parmi nos auditeurs, un certain nombre y est peut-être hermétique ou alors n'a pas cette connaissance. Concrètement, ça veut dire quoi faire de la recherche
scientifique? Waouh, c'est une super question. Je ne sais pas si je sais complètement y répondre. Ce que je dirais, c'est que faire de la recherche, ça revient à se poser des questions auxquelles personne n'a répondu avant. Et ça peut paraître anodin de le dire comme ça, mais ça change beaucoup, beaucoup de choses. Quand on fait des maths, on est souvent confronté à cette impression que c'est trop dur pour nous, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et quand on fait des études de maths, on n'arrive pas à comprendre, mais il y a quelqu'un qui a compris avant nous. Et quand on est dans une situation où on n'arrive pas à comprendre, mais on n'est pas le seul, parce que personne n'a compris avant, alors en fait, ça change vraiment comment on aborde les choses. Donc ça suppose un rapport au temps, évidemment, assez différent. Ça suppose un rapport à ses propres peurs assez différent. Il faut apprendre à domestiquer sa peur, il faut apprendre à ne pas se laisser démonter, parce que ça a l'air incompréhensible, mais peut-être qu'on va y arriver. Et, et cette dimension-là, c'est une dimension que j'ai beaucoup retrouvée dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est pas une passerelle connue, la passerelle entre la recherche fondamentale et l'entrepreneuriat, mais je pense qu'elle gagnerait à être connue. Et je pense que euh, les gens qui ont, comme moi, connu des parcours parfois très solitaires, mais très ancrés dans comprendre ce qui marche vraiment, comprendre comment on arrive vraiment à faire les choses, en fait, ils ont une force qui peut s'appliquer dans plein d'autres domaines. On va pas faire un podcast sur ce sujet particulier. Cependant, j'ai envie de m'arrêter 2 secondes sur le lien que tu établis entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Tu as commencé à donner des éléments d'explication sur les raisons qui définissent ce chemin possible. Cependant, quand je t'entends parler, tu racontes qu'il y a une notion au temps dans la recherche qui n'est pas la même qu'ailleurs, sans forcément l'opposer à l'entrepreneuriat. L'idée que je me fais en t'écoutant de la recherche, c'est quand même des actions qui s'inscrivent dans le temps long, dans la durée. Et puis tu l'as dit toi-même, il y a un côté un peu solitaire. Ces deux notions-là, je comprends l'intérêt. Je comprends que tu puisses capitaliser pour aller dans l'entrepreneuriat, mais c'est un peu opposé finalement à l'entrepreneuriat, dans le sens où le temps est plutôt court dans l'entrepreneuriat, et puis on est beaucoup plus en collaboration, on est beaucoup moins solitaire, même si effectivement la solitude de l'entrepreneur est bien une notion qui existe et qui est expliquée par tous les entrepreneurs. Euh, est-ce que c'est juste ce que je dis, c'est-à-dire que finalement, il y a quand même une opposition entre le monde de l'entrepreneuriat et celui de la recherche en ce qui concerne finalement le mode collaboratif et la relation au temps. Ah bah c'est une évidence. La reconversion n'est pas complètement évidente, hein. Sur certains sujets, c'est la face nord. C'est-à-dire que apprendre à collaborer, c'était quelque chose que je ne savais pas faire. Et je dois avouer à mes premiers collaborateurs ils ont pris assez cher parce que je ne savais pas du tout faire au début. Mais, mais ça s'apprend et euh, c'est pas, comment dire ça? Euh, il y a plusieurs temps dans l'entrepreneuriat. Il y a un temps très court, très rapide. Il faut savoir être très réactif. Quand on veut lever des fonds, quand on veut recruter quelqu'un, quand on veut sortir un produit, il faut aller vite. Il faut vraiment se forcer à parfois réagir de manière totalement instinctive, même si on n'est pas sûr d'avoir raison. Mais ce temps rapide, qui effectivement est totalement étranger à la démarche de la recherche scientifique, il se déroule en parallèle de quelque chose qui a un temps beaucoup plus long. Je vais te donner un exemple très concret. Mm-hmm. C'est un sujet lié au métier de Tiny Clues et à notre conversation qui va forcément te parler. C'est la problématique de la donnée first party. Quand j'ai créé Tiny Clues, euh, la mode n'était pas au first party. La mode était plutôt de se dire, ce qu'on va faire avec de la donnée, on va le faire en allant piquer des données à gauche et à droite, en allant crawler Google, Facebook, Twitter, siphonner tout ce qu'on pouvait siphonner pour essayer de détecter, espionner les gens et réagir là-dessus. C'est trash de dire comme ça, mais c'était la réalité de comment les gens se représentaient le marketing drivé par la donnée. Mm-hmm. Et moi, ce truc-là, en tant que chercheur, en tant que
que quelqu'un qui essaie de comprendre qu'est-ce qui peut marcher en vrai, qu'est-ce qui est solide en vrai, j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru que ça allait être pérenne. Et on a choisi très tôt dans l'histoire de la boîte de se concentrer sur la data first party. Et c'était vraiment une analyse des fondamentaux, de comment ça marchait, de comment les écosystèmes pouvaient fonctionner à terme, de manière stable. Et cette vision-là, qui est une vision qu'à l'époque, j'ai eu des conversations avec des gens qui essaient de me pousser à aller siphonner Facebook. Et je pense que ils avaient l'impression d'avoir affaire à un idéaliste quand ils me parlaient. Et aujourd'hui, je sais que ce choix était le bon, et c'est une évidence que le choix de la first party, c'est le bon, au moment où le cookie va disparaître. Bien sûr. Et ce type de choses, avoir parfois le cran face à une espèce de pensée dominante, mais qui est fausse, de dire non, mais en fait, je sais que ça ne peut pas marcher, et on va continuer comme ça, même si ce n'est pas visible aujourd'hui, on va bien voir avec le temps que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est valoriser la qualité de l'action finalement. C'est valoriser la qualité de l'action et arriver, et c'est peut-être une autre dimension, plus que la dimension temps court, temps long, c'est une dimension de rapport au langage qui est un peu différente, arriver à filtrer dans tout ce qui est à la mode à un moment donné, ce qui est solide de ce qui n'est pas. Ouais. Arriver à se rendre compte qu'il y a des mots qui sont utilisés pour dire des choses, mais en vrai, ça ne doit pas signifier ce que les gens pensent. Et la data, c'est pas aller piquer des données à gauche à droite sur Internet, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ouais, c'est très intéressant. Et ben justement, pour aller plus loin, je te propose de rentrer un peu dans le plan qu'on s'est défini pour cette conversation et d'abord parler des consommateurs, du consommateur. Il est au cœur des préoccupations de tes clients, il est au cœur de la préoccupation de ta proposition de valeur, on le verra un peu après. Ce qui m'intéresse, c'est t'entendre parler sur le comportement du consommateur aujourd'hui, comment on observe des mutations, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, est-ce qu'il y a des choses, et tu as commencé très justement à le dire, et j'aime beaucoup cette idée-là, finalement il y a des aspects conjoncturels et des aspects structurels dans la modification de son comportement, de ses attentes. Bon, bref, qui est-il ce consommateur début 2021 ? Comment on l'appréhende ? Je vais dire les choses de manière un peu brutale. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il existe quelqu'un qui est le consommateur. Je crois que la grande nouveauté, c'est la fragmentation, la désynchronisation et du coup, l'impossibilité d'écrire des règles fixes sur ce qu'est le consommateur. Bien sûr, il y a des tendances de fond qui sont évidentes. On sait bien qu'on est dans un contexte de crise où beaucoup de gens sont fragilisés, où la question du pouvoir d'achat est absolument fondamentale. Mais en vrai, l'action de consommer, à part pour des produits fondamentaux, ça reste une action avec une dimension discrétionnaire. Les gens ne sont pas que sur les achats contraints. Et la façon dont ils vont faire des choix est une façon qui est devenue instable. Et je crois que c'est ça la grande nouveauté, on est dans une période d'instabilité où des endroits où on ne s'y attendait pas se mettent à décoller, des business historiques qu'on pensait intouchables, inébranlables, sont fragilisés. Ce qu'on a vécu cette dernière année n'est pas juste un choc, c'est probablement l'entrée dans un temps où on ne pourra plus mettre les gens dans des catégories et on ne pourra plus décider que tel business est structurellement stable. D'accord. Et le consommateur, il est difficilement, tu le dis très bien, il est difficilement appréhendable, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir facilement le mettre dans des cases. Il est unique à chaque fois, le consommateur. Chaque consommateur a des besoins qui lui sont propres, des attentes qui lui sont propres, des schémas de pensée et des façons de décider qui lui sont propres. Il est difficile, selon toi, aujourd'hui, de pouvoir rassembler, malgré tout, des habitudes communes les uns aux autres. C'est une très bonne question parce que, en miroir de ta question, il y a toute la question de l'individualisation, la personnalisation du marketing et de la communication.
Ça, on y viendra, mais c'est vraiment pour préparer cette réponse-là que je te pose la question. Ouais, mais du coup, tu vas comprendre ma réponse par rapport à cette problématique. Sans doute que chacun de nous a des enjeux qui lui sont uniques et qui lui sont propres. Mais en vrai, on ne peut pas les connaître. Donc, on est quand même obligé, et c'est là toute la difficulté, d'essayer d'appliquer un certain nombre de choses et de mettre les gens dans des catégories. C'est impossible pour un commerçant, pour un marketeur, de complètement oublier l'idée de rassembler les gens et de dire qu'ils ont des points communs. Donc, cette modification permanente du comportement des consommateurs, aujourd'hui, la seule façon de l'appréhender, c'est de se dire que les catégories dans lesquelles on fait rentrer les gens ne sont pas forcément des catégories qui s'appliquent à tous les produits. C'est-à-dire que pour un produit donné, il va y avoir un segment donné. Et à un moment donné, on va avoir des comportements qu'on va pouvoir comparer entre plusieurs personnes. Pour prendre des exemples très concrets, il y a plusieurs façons de vivre la période qui vient de s'écouler et qui malheureusement a l'air de perdurer un peu. D'être encore celle qui nous attend pour les mois à venir. Il y a des gens qui se sont repliés chez eux dans des villes, dans une vie très fermée sur l'intérieur, et ces gens-là vont avoir des points communs. Il y en a d'autres qui sont allés se mettre au vert ou revenir chez leurs parents, et qui vont avoir d'autres problématiques. Donc, il y a des nouveaux segments de consommateurs qui sont spécifiques de l'année 2020 et de l'année 2021. Ces segments ne sont pas forcément les segments qui auront du sens en 2022. Alors ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que la segmentation est finalement mouvante et que rien n'est définitif. Je crois que c'est aussi une réalité que le besoin des consommateurs évolue très rapidement dans le temps et dans la géographie. En fait, je suis assez aligné quand tu dis que les besoins, finalement, en fonction de l'endroit où on s'est confiné, ne sont plus les mêmes. Et de façon globale, le consommateur qui vit en milieu urbain, en mégalopole, en grosse ville, en centre-ville, ressent des besoins différents ou a des attentes différentes de celui qui se trouve en zone rurale. Et ce que finalement tu es en train d'expliquer, c'est que celui qui est aujourd'hui en centre-ville, à Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, ça peut être le même qui demain sera, ou après-demain, sera en zone rurale pour un temps donné. Exactement. Donc, cette question de la diversité des segments, historiquement, le marketing l'a abordé de manière très statique. Ouais. En gros, il y avait un certain nombre de catégories, l'étudiant, la ménagère de moins de 50 ans, etc. Et puis on passait d'une catégorie à l'autre avec ce qu'on appelait des événements de vie. Il se passait un truc, on avait un enfant, on se mariait, on prenait sa retraite. Et en vrai, ce type de schéma, ça ne veut plus dire grand-chose. Et ça, est-ce que, je le comprends bien, c'est très intéressant que tu nous partages cette analyse, cette vision de la chose. Pour la compléter, pour compléter tes propos, je te pose une nouvelle question. Est-ce que ça a commencé à exister avant le Covid et le Covid est venu l'accélérer, ou c'est vraiment le Covid qui a tout chamboulé, comme une boule dans un jeu de quilles? Je crois que le Covid a permis d'en prendre conscience, mais c'était déjà là. C'est plutôt la période d'avant qui était une anomalie historique. Cette période où on a continué d'appliquer des méthodes qui étaient les méthodes des 30 glorieuses, et ça a continué de marcher à peu près. On se doutait bien que ça ne durerait pas éternellement, et le Covid est devenu un révélateur de ça. Mmh. Et donc on comprend bien, là on va faire un focus plus fort sur les enjeux du marché. Tu n'es pas un spécialiste de tous les métiers du retail, mais ton regard peut être intéressant. On va en parler. Juste pour résumer ce qu'on vient de se dire, finalement on a des consommateurs qui ont des attentes qui sont plus figées, qui sont mouvantes en fonction des circonstances. Ils passent d'un segment à un autre et puis peuvent revenir dans un premier. La notion aussi de géographie qui compte génère en fait cette réalité-là, impose au monde du retail particulièrement des contraintes nouvelles, des adaptations nouvelles, on commence à l'évoquer. Et justement, selon toi,
comment les acteurs de cet écosystème retail e-commerce en France sont en capacité à interpréter l'ensemble de ces enjeux nouveaux? Euh, alors j'ai une réponse forcément partisane parce que je participe de ça et je travaille à fournir des outils pour les retailers. Ce que je vois, c'est que, et là pour le coup, le Covid est vraiment un énorme révélateur de ça, l'entrée dans le digital a été un peu lente de la part de certains d'acteurs historiques et l'année 2020 était un énorme accélérateur de ça. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que l'activité digitale est une activité à côté, c'est anecdotique, c'est pas le cœur du métier. En fait, on a bien compris que c'était au cœur de tout ça. Et quand on fait du digital, on se retrouve à avoir une connaissance des clients qui est de nature différente. Dans le monde physique, la connaissance des clients, c'est la relation personnelle des vendeurs, c'est les zones de chalandise des magasins, c'est quelque chose de très ancré dans le relationnel. Dans le monde digital, la connaissance du client, c'est des milliards de points de données qui sont amassés dans des bases de données et dont la signification n'est pas du tout claire. Et là où les retailers sont en train de faire le chemin, c'est de comprendre que la valeur de ces données est gigantesque, et ils le savaient, mais il y a un vrai challenge à la fois technologique mais aussi organisationnel pour arriver à utiliser ces données pour nourrir la stratégie et les actions. Historiquement, la stratégie et les actions n'étaient pas nourries, ou très peu nourries, des données first party, étaient plutôt nourries d'imaginaires que venaient apporter des consultants, des cabinets des agences, des cabinets de marketing qui disaient, ben voilà, il y a telle tendance sur le marché en ce moment, etc. C'est des choses assez arbitraires et qui souvent venaient de l'extérieur. Et là, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, mais qui est dur à déchiffrer. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça va dans le sens aussi des besoins, la façon avec laquelle les distributeurs adressent les besoins d'omnicanalité chez le consommateur, qui veut avoir le choix aujourd'hui de consommer selon un canal ou un autre, et sans que finalement l'expérience d'achat soit dégradée. Il veut quelque chose sans couture. Et pour arriver à proposer un parcours d'achat omnicanal pertinent, effectivement, la donnée doit se trouver au centre du dispositif. Oui, et la donnée, et c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la first party versus le second party et first party, c'est qu'en vrai, la résistance des consommateurs à partager leurs données, elle disparaît quand il s'agit d'une relation avec une marque qu'ils connaissent, avec laquelle ils ont choisi d'entrer en relation, en fait. D'entrer en relation, de faire commerce, et ils s'attendent à ce que la connaissance que la marque a de leur historique, de la relation, soit mise au service de la qualité de l'interaction. C'est la moindre des choses. Et donc, en fait, ce que tu dis en filigrane, et enfin, j'ai envie de te dire, même pas en filigrane, mais de façon assez claire, c'est que 2020 a permis finalement aux acteurs de cet écosystème retail, distribution, e-commerce de s'approprier ces enjeux de la donnée, ces enjeux du digital, ces enjeux de l'omnicanalité. 2021, c'est transformer l'essai quelque part, c'est aller encore plus loin dans l'aboutissement de ce qui a été entrepris en 2020. Oh, ce ne sera pas transformé et fini en 2021. Donc pour moi, cette idée de l'instabilité, elle est vraiment importante. Je pense que l'investissement technologique ne va jamais s'arrêter. Et le fait de repenser les manières de travailler, ça ne va jamais s'arrêter. Donc aujourd'hui, les grands sujets, après, en fait, il y a une courbe de maturité. Donc le premier sujet, c'est la prise de conscience que le digital, c'est important et que l'omnicanalité, c'est important. Ça,
à peu près tout le monde l'a compris, et ceux qui n'ont pas compris, c'est probablement trop tard pour réagir maintenant. Après, il faut mettre en place les bases. Mettre en place les bases, ça veut dire se doter de la capacité d'engager le consommateur sur différents canaux, se donner la capacité d'avoir une expérience digitale qui a du sens et qui fonctionne. Donc il y a un certain nombre d'outils de base, c'est pas juste faire un site e-commerce, ça va plus loin que ça. Après, il y a la problématique de rassembler la data, et j'ai l'impression que c'est une problématique sur laquelle beaucoup de gens sont en train d'avancer en ce moment. Certains ont déjà bien avancé, d'autres sont en train de s'y mettre. Mais le grand sujet derrière, et ce sujet, il ne va pas se régler en un coup, c'est comment on fait, une fois qu'on a mis en place les outils d'omnicanalité, qu'on a mis en place la data et qu'on a une base de travail, comment on fait pour modifier les comportements de l'organisation à l'aide de ces data, comment on fait pour arriver à être intelligent à partir de la data, et pas juste être intelligent en théorie, l'être en pratique, avoir des actions intelligentes. T'es génial, tu fais une transition parfaite vers la partie que je voulais développer avec toi, qui est effectivement la réponse aux questions que tu viens de poser. Comment on fait pour pouvoir utiliser ces données? En fait, comment finalement, quelle est la proposition, hein, bien sûr, de TinyClues, la proposition de valeur, et comment on redéfinit finalement cette relation client, cette prise de parole de la part des consommateurs, comment la technologie, la donnée vient aider les retailers à structurer des réponses par rapport à ces enjeux-là. Alors, peut-être pour commencer, David, en quelques mots, et pour aller un peu plus loin que ce que tu nous as déjà dit, TinyClues, quelle est sa proposition de valeur? Alors, en quelques mots. Donc, nous, on travaille avec des grandes marques qui peuvent être des retailers multimarques, ça peut être des retailers simples, enfin une seule marque. Ça peut être aussi des entreprises dans le travel, dans l'hospitality. Quelques exemples de marques. On travaille avec le groupe Fnac Darty, on travaille avec Accor, on travaille avec beaucoup des gros retailers français dans beaucoup d'industries. On travaille, on n'a pas le droit de le dire malheureusement, mais pour 3 des 10 plus grandes marques de luxe dans le monde. Et le problème qu'on résout pour ces acteurs, c'est le suivant. Ils ont généralement des millions de clients et des milliards de points de données sur ces clients. Et ils engagent ces clients sur différents canaux dans des programmes de marketing relationnel. Quand on regarde un peu plus près ce qu'est le marketing relationnel, on se rend compte qu'il y a 2 types de communication de nature très différente. Il y a des communications dont les marketeurs sont généralement fiers. Qui sont les communications très personnalisées, très automatisées. Par exemple, la relance sur panier abandonné. Vous allez sur un site internet, vous mettez des items dans votre panier, puis vous achetez pas, on vous pousse le panier. La réalité, c'est que ce marketing-là, en vrai, ça représente généralement 10%, pas plus, des messages qui sont envoyés. Les 90% restants, c'est un marketing qui a très peu progressé depuis 15 ans et qui n'est pas drivé par les comportements des consommateurs, mais drivé par les enjeux commerciaux des marques. Couramment, c'est ce qui donne le spam. Vous avez un nouveau produit, vous le poussez à tout le monde. Ben, nous, c'est ce marketing-là, ce marketing qui répond à des enjeux commerciaux, qu'on va permettre aux marques de faire intelligemment en utilisant leurs données clients. Très concrètement, quand vous êtes un directeur CRM, ça peut arriver que dans votre bureau, il y ait votre patron qui vient vous voir et qui dise on est 3% en retard sur le chiffre d'affaires par rapport à notre plan. Qu'est-ce que tu peux faire la semaine prochaine pour aller chercher du revenu? Comment on répond à cette question avec la base des données clients? C'est un type de problème que TinyClues permet de résoudre. D'accord. Donc ça, c'est hyper clair. On a compris que vous, finalement, vous étiez un contributeur au chiffre d'affaires au travers d'actions marketing qui sont beaucoup plus pertinentes et ciblées autour du consommateur. Est-ce que c'est des mots-clés que je dis qui sont à peu près justes par rapport à ce que tu viens de dire? Oui, et pour vraiment bien différencier de ce que le Martech a fait depuis 10 ans, c'est important de dire aligné avec les enjeux commerciaux. On a beaucoup parlé de customer centricité, qui est évidemment très importante. On a beaucoup parlé de personnalisation, mais on a un peu oublié le fondamental, et que les marketeurs sont là pour répondre aux enjeux du business. C'est très clair. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment fonctionne finalement l'intelligence artificielle
dans le processus de Tiny Clues? Alors, quand je dis comment, je veux pas une explication scientifique, Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire ouais, quel est son rôle finalement mm, dans votre proposition ouais, de valeur, où et comment ouais. elle intervient. Le rôle, c'est de faire le lien entre les données brutes qui ne sont pas directement interprétables et les actions marketing qui vont être lancées, dont on ne sait pas comment les exprimer du point de vue des données. Je vais te donner un exemple d'abord de ce que c'est que la réalité des comportements des consommateurs. Euh, Tous les ans, il y a un jeu vidéo FIFA, une nouvelle édition, qui sort à la fin de l'été. Les premiers acheteurs de ce jeu vidéo sont généralement des hommes entre 20 et 25 ans. Ils sont des hardcore gamers qui attendaient la sortie, qui parfois le précommandent, et qui sont ce qu'on pourrait croire être le cœur de cible de FIFA. Et quand on regarde qui achète FIFA début décembre, il y a beaucoup de femmes qui ont entre 40 et 45 ans. Ce pas forcément des joueuses, mais elles ont peut-être un fils ou une fille qui joue à ce jeu. Et quand on regarde en juillet de l'année suivante, un mois avant que l'édition suivante sorte, c'est plutôt des adolescents de 15 ans qui l'achètent parce qu'il est moins cher à ce moment-là et ils profitent de la baisse de prix pour l'acheter. Mais c'est tellement vrai ce L'idée, que tu viens de raconter, mais je l'ai vécu de tellement près dans ma famille. C'est vrai. C'est... et tu vois, ce que je te disais sur l'instabilité tout à l'heure, tu te rends compte à quel point c'est vrai. Mhm. Il y a des marques qui croient qu'il y a un segment jeu vidéo. Mais il n'y a pas de segment jeu vidéo, il n'y a même pas de segment FIFA. Ça n'existe pas. Ça change en permanence. Donc, si tu es un marketeur et qu'on te demande de faire une campagne pour déstocker du FIFA ou parce que tu as une promo dessus ou je ne sais quoi, à qui tu parles? Comment tu le sais? En fait, tu ne peux pas savoir. Et à côté de ça, tu as des milliards de points de data dont tu ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Tu as un type dans ta base de données qui a cliqué il y a un mois sur le lien numéro 12 de ta newsletter. Mais tu ne sais pas ce qu'il veut dire ce lien. Parce que tes métadonnées ne sont jamais propres, il ne faut pas se raconter d'histoire. Tous les retailers à qui je parle sont toujours complexés parce que leurs données ne sont pas propres, mais les données de celui d'à côté, elles ne sont pas propres non plus. Personne Mhm. n'a des données propres. Donc, comment tu mets en relation les deux choses? Il faut arriver à extraire le sens du lien numéro 12 et de savoir s'il est positif ou négatif sur la probabilité d'achat de que le Allô. deep learning rend possible. Donc, nous, notre technologie, qui n'est pas une technologie qu'on trouve sur étagère, c'est vraiment une technologie qu'on a développée nous. On a réussi à appliquer les algorithmes de deep learning qui marchent généralement sur le traitement d'image. On les a appliqués pour fonctionner dans le contexte des bases de données first party issues du e-commerce et du marketing. Alors ça, c'est On va- hyper clair. Et concrètement, comment ça se branche, Tiny Clues? C'est en mode SaaS, avec une API? Comment ça fonctionne? C'est en mode SaaS. On va se nourrir des données first party anonymisées, bien entendu, de nos clients. Donc, commencer à travailler avec Tiny Clues, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager ces données de manière anonymisée euh, avec, avec les serveurs de Tiny Clues. Et nous, on va configurer l'application pour être utilisée directement par les marketeurs. Donc, il n'y a pas de travail de normalisation de données, il n'y a pas de travail de nettoyage de données. C'est directement une application utilisée par les équipes marketing en mode SaaS, qui est une application centrée autour des enjeux du marketing relationnel. Donc, il y a une vue calendaire, par exemple, on va dire, bah, mardi prochain, je dois faire une campagne sur tel parfum ou telle destination sur un travel. Et la solution va être capable de fabriquer à la volée les meilleures audiences, non seulement pour la campagne de mardi, mais pour l'ensemble des campagnes qui vont être mises en concurrence. Si vous avez 12 campagnes la semaine prochaine, mais que vous voulez que personne n'en reçoive plus que deux, comment on choisit les deux meilleures? La solution est faite de façon interactive, en temps réel. Et elle va plus loin que ça, puisqu'elle permet aussi de donner des idées aux marketeurs, de comprendre son offre, de savoir que sur cette sous-catégorie de produits où il n'avait pas eu l'idée de faire des campagnes, en fait, si on fait des campagnes dessus, ça va marcher parce que c'est une catégorie très segmentante où la solution a identifié que sur cette catégorie, bah, peut-être 5% des gens, c'est 80% des achats, et ils aimeraient bien qu'on leur parle
ces 5%-là de ce produit-là parce que ça va leur plaire. Et alors, tu parles de campagne, et donc finalement, vous venez vous êtes un outil qui permet de designer de façon plus pertinente les campagnes. Les campagnes, on entend campagne en ligne, mais aussi sur les autres canaux de communication. Oui, sur tous les canaux où on a la possibilité de prendre la parole de façon directe. Une des grandes marques de luxe mondiales avec laquelle on travaille nous utilise pour nourrir ses vendeurs en magasin. Il y a des temps morts dans la vente dans le luxe. Les vendeurs vont avoir des listes de clients avec des collections en leur disant « Tiens, hello, ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans le magasin, on a cette nouvelle collection, elle te plaira. » Et ce genre d'action a évidemment des impacts absolument massifs en termes de finesse. D'accord. Et vous avez, tu disais, différents secteurs d'activité dans le retail. Je ne sais pas s'il y a différentes typologies de clients avec lesquels vous travaillez. Est-ce que, juste pour illustrer en fait avec d'autres cas, votre proposition de valeur, est-ce que tu peux nous en donner d'autres? Donc, je t'ai parlé du canal de clienteling qui reste un canal assez peu développé. Le premier canal sur lequel on a utilisé, c'est l'emailing, tout simplement parce que c'est le premier canal du marketing relationnel dans tous les secteurs. Donc, quand vous êtes la Fnac et que vous avez les différentes promotions, les différentes sorties de produits, comment vous allez allouer ces newsletters à des personnes. Quand vous êtes un groupe comme Accor et que vous avez un certain nombre de destinations, comment vous décidez de parler de telle destination à quelqu'un à un moment donné. Ça va s'appliquer dans tous les verticaux. On travaille par exemple avec des marques de produits de do-it-yourself qui ont été très à la mode en 2020 parce que les gens se repliant sur leur maison ont fait beaucoup de bricolage. Donc des marques comme Castorama ou Mano Mano, vous avez une actualité commerciale en permanence. On va avoir des acteurs de toutes les tailles. Je pense à des gens comme la Maison du Whisky. On peut penser que c'est très niche et pas très segmentant, mais à l'intérieur du whisky, il y a tout un univers des différents pays, de différents styles. Et beaucoup dans la mode et dans l'habillement, dans la lingerie. Finalement, partout vous avez une offre. Vous avez plus qu'un seul produit, vous êtes confronté à des enjeux d'animation commerciale. Et ces enjeux, ils sont assez universels en fait. Ouais, quels que soient les secteurs. Écoute, je trouve que c'est super clair. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion sur soit un aspect qu'on n'a pas évoqué, que tu penses important d'évoquer, ou finalement un peu faire la synthèse de ce qu'on s'est dit? Peut-être une forme de synthèse sous forme de conseils assez pragmatiques pour les marketeurs et les chief digital officers qui sont parfois un peu intimidés par toute la complexité de toutes ces notions, de toutes ces technologies. Ce que je vois émerger comme le grand critère de succès, c'est de rester au plus proche des fondamentaux de son métier. C'est-à-dire de ne pas aborder ces questions de point de vue théorique et idéologique. Ce que je te racontais tout à l'heure sur la personnalisation, c'est quelque chose qui, moi, m'a frappé ces dernières années, c'est à quel point tous les effets de mode autour de l'intelligence artificielle, autour de la data, etc., ont parfois fait oublier des choses aussi simples que le marketing est là pour répondre aux enjeux du commerce. Et le succès, c'est généralement quand on arrive à garder ça en tête, faire des choix qui sont des choix qui vont de manière claire, simple, pragmatique, à un horizon de temps assez court, donner des résultats tangibles sur ces directions-là. Il ne faut surtout pas les aborder comme des sujets théoriques. Écoute, c'est un bon mot de la fin, David. Merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Merci de nous avoir fait découvrir finalement
Tiny Clues de l'intérieur, d'avoir évoqué avec toi les sujets de la relation client, des évolutions qu'on peut observer et qu'on continue d'observer. Ça a été pour moi en tout cas un échange riche qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, merci pour ça David. Si on veut te suivre quelque part, tu recommandes un endroit en particulier, LinkedIn, Twitter? Plutôt LinkedIn. Plutôt LinkedIn. Donc David Bessis sur LinkedIn. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et je tiens à vous en remercier. Merci pour tout et à bientôt. Merci David. Merci Cyril.